Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Un Transparence spécial élections législatives dont l'invité ce midi est Nicolas Metzdorf, candidat aux élections législatives dans la première circonscription qui regroupe, rappelons-le, Nouméa et les îles Loyauté. Nicolas Metzdorf, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation au dernier jour de cette campagne audiovisuelle pour les législatives du 30 juin et du 7 juillet. Vous êtes soutenu par l'Union des partis non indépendantistes, Génération NC, dont vous êtes le président, mais aussi le Rassemblement, les Républicains calédoniens, le MPC et tous calédoniens. Et vous avez un autre soutien venu de métropole, on l'a appris ce matin, c'est l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui vous a adressé un message au travers d'une vidéo de soutien, un message que je vous propose d'entendre. Durant cette campagne législative tellement importante pour la France, j'ai choisi de ne pas apporter de soutien personnel à quelque candidat que cela soit, pour ne pas ajouter de la confusion à la confusion. Je fais une exception pour Nicolas Metzdorf et pour la Nouvelle-Calédonie. Mon attachement à ce territoire, profondément français et profondément républicain, justifie, comme mon amitié pour Nicolas, ma prise d'opposition. Je souhaite qu'au travers le vote que vous exprimerez en faveur de Nicolas Metzdorf, l'ensemble des Calédoniens puissent manifester leur attachement au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française. Vous avez beaucoup souffert des événements récents. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur. Et en même temps, le sentiment d'être des Français sur cette terre profondément française. C'est la raison pour laquelle, mon cher Nicolas, je veux te dire mon amitié, mon soutien et mon espérance pour le prochain week-end et pour les votes majoritaires que recueillera, j'en suis certain, ta candidature. Voilà pour ce message de Nicolas Sarkozy. Comment ça s'est fait? C'est important pour vous? Vous êtes une exception, vous êtes le seul qui soutienne. Oui, au niveau national, ça fait plaisir. C'est, pour rien vous cacher, devenu un ami. Nicolas Sarkozy, j'avais demandé à le rencontrer après avoir lu son livre sur la Calédonie, où il a consacré 3 pages et où il avait pensé à nous. C'est un des rares qui écrit sur la Nouvelle-Calédonie et qui n'oublie pas qu'il y a aussi des non-indépendantistes. Et il en avait parlé longuement. Et donc, on a commencé à échanger plusieurs fois et c'est devenu un soutien. Et c'est vrai que je me retrouve dans sa ligne politique. C'est la droite républicaine. Donc, je crois que c'est un soutien au-delà de l'amitié qui est logique sur la ligne politique. Alors pour parler des élections législatives, on est obligé de parler du contexte dans lequel se déroule ce scrutin après la dissolution. La Calédonie connaît un climat de violence insurrectionnelle depuis plus de 7 semaines maintenant. D'abord, comment est-ce que vous l'expliquez? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce déchaînement de violence? C'est l'endoctrinement de plusieurs générations de jeunes Calédoniens d'origine kanak qui a été organisé, fomenté par l'Union calédonienne et les anciens qui sont restés sur la lutte de 84-88 et qui ont radicalisé une jeunesse depuis qu'elle est enfant, en fait. Et donc, aujourd'hui, on paye la conséquence de cette radicalisation-là, de cet endoctrinement, c'est à comparer avec un islamisme radical parfois. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a en face de nous des gens qui profitent de cette jeunesse un petit peu, voilà, sans repère et qui l'utilisent à des fins politiques. Mais vous le savez, on vous reproche aussi, on l'a vu dans le débat télévisé hier soir, hein, on vous reproche d'être l'un des responsables de ce déchaînement de violence, vous et l'État notamment. Si la Calédonie s'embrasse, c'est parce que vous êtes un radical, on retrouve le terme, et parce que vous avez défendu jusqu'au bout le projet de loi constitutionnelle. Est-ce que vous assumez cette responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui? Mais je l'assume et j'en suis fier. Et je suis le dernier à défendre le dégel du corps électoral. Le dernier ici. Enfin, avec mes soutiens, bien évidemment, de l'Union des non-indépendantistes. Mais enfin, bon, quand même, on ne va pas reculer face à la violence. Vous savez, c'est quand même incroyable. On a voté 3 fois pour être français. Le dégel du corps électoral, c'était la moindre des choses. Et ce n'est pas un dégel à 6 mois, c'est un dégel à 10 ans, conformément à l'accord de Nouméa, à la base déjà. Et puis, c'est pas comme si on n'avait pas essayé de trouver un accord avant. Ça faisait 2 ans qu'on discutait. Il n'y a pas eu de passage en force. Et c'est pas comme si la loi ne prévoyait pas qu'en cas d'accord, la loi serait caduque et que l'accord remplacerait la loi. Donc, on a tout fait bien. Mais on a en face de nous des gens qui veulent l'indépendance tout de suite, rapidement et sans nous. Donc, face à ça, ça ne sert à rien de sortir des fleurs. Ça ne sert à rien de parler de consensus, de dialogue à tout prix, quand en face de nous, il y a de l'obscurantisme, une volonté de détruire l'autre. Ce n'est pas possible. Donc il faut
analyser l'adversaire qu'on a en face pour pouvoir y répondre correctement. Parce que tant qu'on est dans la naïveté et ce que moi j'appelle le béni oui-oui, on s'en sortira pas. Mais on entend quand même les indépendantistes, vous les entendez comme nous, hein. Ils font du retrait de la loi une condition à l'apaisement. Alors on ne sait pas bien, la loi elle est suspendue, elle n'est pas retirée. Le président a dit récemment dans une lettre aux Calédoniens qu'il n'allait pas réunir en la circonstance le congrès de Versailles. On en est où? Est-ce qu'il faut... vous pensez qu'il faut la maintenir et que cette loi qui a été votée par le Sénat et par l'Assemblée nationale devra un jour aboutir? Mais de toute façon, pardon, mais la suspension de la loi, elle est de facto, de fait, à cause de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le congrès de Versailles, les 2 tiers, c'est l'Assemblée nationale. Donc forcément, s'il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a pas de congrès de Versailles. Donc si le président l'a dit, et si ceux qui veulent abandonner la loi le disent, c'est surtout pour faire plaisir aux indépendantistes, pour qu'ils arrêtent leur barrage, en fait. Donc, mais juridiquement, la loi est en place. C'est-à-dire qu'elle est suspendue le temps qu'on retrouve une Assemblée nationale. Moi, ce que je souhaite derrière, il y aura certainement une initiative de l'État, du nouveau gouvernement formé, qui va appeler les Calédoniens à être à Paris pour discuter de la suite. Bon, alors, soit on se remet correctement autour de la table avec des gens constructifs, des indépendantistes démocrates, comme je le dis depuis le début, et on avance, et tant mieux, et on mettra le dégel dans ce programme de travail. Soit, malheureusement, c'est toujours buté parce que l'Union calédonienne reste forte et déterminée à obtenir l'indépendance rapidement, et il faudra assumer de continuer cette loi parce que de toute façon, les provinciales ne pourront pas se tenir avec un corps électoral gelé. Les indépendantistes, donc, ils font du retrait de la loi la condition à l'arrêt des violences. Et puis, ils font valoir aussi que ce sont l'interpellation des responsables de la CCAT, le transfèrement de certains d'entre eux en métropole, qui ont relancé les troubles ces derniers jours. Alors, aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Il fallait pas les interpeller ou il fallait pas les interpeller tout de suite Non, mais enfin, ça devient insupportable. C'est-à-dire que faut donner l'indépendance, sinon c'est la guerre. Faut pas interpeller les commanditaires des actes terroristes en Nouvelle-Calédonie, sinon c'est la guerre. Faut pas passer le dégel du corps électoral à 10 ans, ce qui correspond à l'accord d'Ouméa, sinon c'est la guerre. En fait, tant qu'on n'est pas d'accord avec les indépendantistes, c'est la guerre. Mais il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête, ça. La menace à la guerre permanente, il faut que ça s'arrête. D'accord? Et donc, nous, on est déterminés à lutter contre ça. Moi, je retiens une chose de positive, parce qu'il faut donner du positif aux gens. Je retiens une chose, c'est le congrès du FLNKS de Netchaut, où on a bien vu que cette fois, l'Unipalika ne s'était pas résigné à se soumettre à l'Union calédonienne et à sa doctrine radicale. On a bien vu que le congrès avait été repoussé, retardé, qu'il y avait eu un clash entre l'Union calédonienne et le Palika, notamment sur la question de la CCAT. Donc, espérons que le mouvement indépendantiste s'inspire du Palika. Alors, attention, le Palika, ça reste des indépendantistes, hein, bien évidemment, et c'est une forme d'indépendantisme intelligent parce qu'ils veulent convaincre tout le monde et atteindre la souveraineté économique avant d'arriver à l'indépendance. Mais au moins, ce sont des démocrates avec qui on peut discuter. Donc, pourvu que cette tendance-là, au sein du monde indépendantiste, l'emporte, ça sera plus facile pour nous de trouver un accord. Et on voit qu'elle a décidé un petit peu de se réveiller, cette tendance. Mais en attendant, il y a peut-être ce point rassurant, mais les exactions continuent. On l'a même vu, un sursaut ces derniers jours. Est-ce que ça vous inquiète d'abord? Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de l'État? Le haut-commissaire s'est exprimé longuement sur notre antenne il y a quelque temps. Alors, bien sûr que c'est inquiétant, et ça fait un moment que c'est inquiétant, parce que, on va dire les choses, l'État n'a pas assumé ses compétences, notamment d'ordre et de sécurité. L'État n'a pas assumé sa compétence. Il n'avait pas vu venir les choses. Alors, des informations que l'on a, c'est que l'État, au niveau local, a vu les choses, mais que la chaîne de décision n'a pas forcément suivi jusqu'à Paris. Bon, l'histoire le dira dans les livres, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'État doit accentuer sa lutte contre le désordre, doit augmenter l'intensité de sa lutte contre le désordre. J'ai été rassuré, ou en tout cas j'ai entendu les mots fermes du haut-commissaire, j'espère que ça sera suivi des faits. Mais en attendant, comment selon vous est-ce qu'on peut sortir de cette crise? Et là, il y a deux écoles, là encore. Il y en a qui disent qu'il faut d'abord rétablir l'ordre et après on pourra discuter. Et d'autres qui disent qu'il faut trouver un accord tout de suite pour arrêter les violences. Quel cas de figure vous semble le plus possible et lequel vous proposez, vous, aux Calédoniens? Je crois que tout le monde me connaît. Non, mais je pense qu'il ne peut pas y avoir de discussion politique sereine sans un retour à l'ordre. L'état de droit, c'est fondamental pour toute démocratie, pour toute république, indépendante ou pas d'ailleurs. On ne peut pas construire un pays sans état de droit. La sécurité, c'est la première des libertés pour tout le monde. Donc, ça ne doit pas être un débat. Et moi, je suis choqué de voir que dans la classe politique,
peu dénoncent les exactions de la CCAT. C'est-à-dire qu'en fait, la classe politique réagit très mal. Il faut vite trouver un accord pour stopper ce qui se passe. Mais enfin, bon, on devrait tous se lever en disant c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes en Nouvelle-Calédonie. La violence, elle est intolérable et il faut que l'État soit le plus ferme possible. Parce que forcément que l'État tremble si les 3/4 de la classe politique calédonienne disent il faut un accord politique pour que les violences cessent. Forcément que l'État est un peu fébrile. Donc si on avait une classe politique comme en métropole d'ailleurs, lorsqu'il y a des actes terroristes qui se lèvent pour dire ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie que l'on veut, les violences doivent arrêter, les entreprises sont en train de brûler, les familles ont peur, on va perdre du travail, le niveau de vie va baisser à cause de tout ça, on ne peut pas s'en sortir. C'est la question du modèle de société qui est en jeu. Et je suis très choqué, moi, de voir que le socle des valeurs en Nouvelle-Calédonie est totalement inversé sur ce sujet. Parce qu'on dit aussi, on entend aussi beaucoup dire, une mise en cause de ce qui s'est fait depuis 30 ans en disant c'est trop peu de modèle de société, les politiques publiques n'ont pas été adaptées. C'est ce qui crée aujourd'hui cette misère sociale qui provoque ces violences. C'est une interprétation que vous retenez? Moi, je crois que c'est surtout l'irresponsabilité et l'échec des politiques indépendantistes. Quand on fait le rééquilibrage dans les années 80, c'était pour que chacun puisse développer sa province, que chacun puisse porter des richesses à sa famille, à son quartier, à sa région, qui est ce rééquilibrage économique et finalement social. Bon, ils l'ont complètement raté. Il y avait 66% de la population à Nouméa dans les années 90. On en a les 3/4 aujourd'hui. Donc forcément que les politiques indépendantistes d'assistanat, d'économie dirigée, de suradministration n'ont pas fonctionné. Et ça doit être pour nous des leçons à tirer. C'est-à-dire dans le futur modèle de société que l'on va construire, au-delà de l'accord politique qu'on aura trouvé, il faudra revoir les questions d'aide sociale, d'assistanat envers une population qui finalement le prend comme un dû et qu'on déresponsabilise quelque part. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les plus faibles et les plus démunis, c'est une nécessité, mais il faut aussi responsabiliser les gens. Et je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, notre échec, et l'échec notamment des indépendantistes, c'est d'avoir déresponsabilisé la population. Rétablissement de l'ordre, c'est la priorité. Et ensuite, il faudra bien discuter à un moment ou à un autre. Déjà, est-ce que vous le sentez? Est-ce que ça va être possible de reprendre le dialogue, de reprendre les discussions avec les indépendantistes après cet épisode qui n'est pas encore fini, extrêmement violent? Comme je l'ai dit, je pense que le nouveau gouvernement français, national, va prendre une initiative. C'est ce que j'ai cru comprendre des contacts que j'ai à Paris. Et on devrait avoir l'opportunité de se retrouver. Mais l'accord politique qu'on doit discuter, moi j'appelle de mes voeux un accord politique, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais il faut qu'on discute du fond de ce qu'est la Nouvelle-Calédonie. Moi, vous savez, j'ai une discussion avec ma famille, elle a été très difficile. On a dit, mon père a été sur les barricades dans les années 80 à Poya, il était chef de la section RPCR, vous vous en souvenez, Elisabeth Noir, et il était présent sur les barrages quand les maisons de Basse-Poya ont brûlé, par exemple. Voilà que la génération de ces enfants se retrouve sur les barricades, aussi, 30 ans, 40 ans après. Comment on fait pour pas que ça se reproduise pour la prochaine génération? Et quand on pose cette question-là, on voit que c'est pas facile d'y répondre. Et donc il faut absolument, avec les indépendantistes, avoir une discussion franche et sincère. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez vivre avec nous? Et comment? Parce que c'est ça la vraie question. C'est pas l'indépendance ou pas. La vraie question, c'est est-ce que vous voulez vivre avec nous? C'est le fameux vivre ensemble dont on parle depuis des années. Parce que nous, quand on a signé les accords de Matignon et de Nouméa, les non-indépendantistes, on l'a fait pour le vivre ensemble, pour la paix, le développement de la Nouvelle-Calédonie, le rééquilibrage et le choix démocratique à la fin de ces accords pour savoir si on était français ou pas. Nous, on a signé pour ça. Les indépendantistes, j'ai l'impression qu'ils l'ont signé pour obtenir l'indépendance quoi qu'il arrive. Donc il y a un mariage, le marié se marie par amour et l'autre marié se marie par intérêt. Donc il faut qu'on rediscute du contrat. Parce que moi, ma priorité, c'est que mon peuple, le peuple calédonien, ne revive pas ce qui s'est passé là. Parce que si c'est pour recourir à la table des négociations, signer un référendum pour dans 30 ans de projet, pour une clé de répartition modifiée, pour un dégel du correctoral à 5, 10, 15 ans. Mais qu'on ne règle pas le problème de fond, à savoir est-ce que les gens veulent vivre ensemble et est-ce que surtout les indépendantistes veulent vivre avec nous, on n'aura pas réglé le problème.
Alors on entend aussi une troisième voie dans cette campagne. Enfin, on sait qu'elle existe. Elle est déjà représentée au Congrès d'ailleurs. Des candidats qui veulent trouver une voie du milieu, comme ils disent, une voie intermédiaire entre ce que veulent les indépendantistes, ce que veulent Il les n'y a pas partis de dans voie la du France. milieu. Il n'y a pas de voie du milieu, il faut arrêter. Ça, c'est un mensonge. Moi, la voie du milieu, ce sont des non-indépendantistes qui ont cédé aux indépendantistes. Non, mais regardez les voies du milieu, qui les alimentent aujourd'hui? Est-ce que c'est des anciens du FLNKS? Est-ce que c'est des anciens indépendantistes qui représentent la voie du milieu? Non. La voie du milieu, c'est que des anciens non-indépendantistes. C'est Calédonie Ensemble de Philippe Gomez et c'est l'éveil océanien de Mila Kulo-Tukumuli qui était à Calédonie Ensemble. C'est des gens qui cèdent parce qu'ils se disent les indépendantistes n'arrêteront jamais, ça sera toujours sous pression, les menaces de guerre continueront. Et donc, vaut mieux signer une indépendance association ou même une indépendance automatique dans 30 ans, c'est ce que dit Mila Kulo-Tukumuli, ou même plus rapidement. Comme ça, on est débarrassé de ça. Donc, c'est ceux qui cèdent à ce qu'a dit Mme Nesline hier lors du débat. Il n'y aura pas de paix sans indépendance. Moi, je ne cède pas à ça. Je ne cède pas à ça. C'est une position qui est très difficile, bien évidemment. Mais moi, je crois que l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, il réside dans le fait de respecter la démocratie. Et la démocratie dit « nous avons voulu rester français ». C'est peut-être basique de le dire comme ça, mais c'est important les bases dans un pays qui se construit. Ça veut dire que votre projet, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, de construire une Nouvelle-Calédonie qui reste dans l'ensemble français. Pour vous, l'accord politique, ça doit être la base sur laquelle vous allez le construire. Enfin, je sais pas, c'est les gens qui ont voté comme ça. Moi, je suis très basique. Hein. Pardon, je viens de Brousse, j'ai une formation agricole, très terre-à-terre, très pratico-pratique. Les Calédoniens se sont exprimés par 3 fois. Il aurait fallu 1 fois pour l'indépendance. Les Calédoniens ont choisi 3 fois la France. Le prochain statut est dans la France. Voilà, pas avec, pas à côté, pas en partenariat, dedans. On verra une prochaine fois. Si les Calédoniens, dans un prochain référendum de projet, veulent que le statut évolue avec la France, bon, c'est un choix. Mais pour l'instant, la Calédonie, elle est dans la France. La Calédonie qui est aussi dans une situation économique absolument catastrophique, avec des dégâts épouvantables, on les chiffre même plus, enfin des centaines de milliards. Comment est-ce qu'on peut faire pour reconstruire demain? Combien de temps ça va prendre? Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Qui est-ce qui peut nous aider à sortir de ce marasme? Il faut que l'État assume sa responsabilité de ne pas avoir protégé les Calédoniens et d'avoir laissé la Calédonie se faire détruire. Voilà. Et donc, je crois que l'État doit nous sauver aujourd'hui. On a des propositions pour ça, évidemment. Il y a d'abord l'urgence économique et sociale, parce que la crise, elle est maintenant, elle débute maintenant. Il faut qualifier ce qui s'est passé en acte terroriste de manière à ce que le fonds d'indemnisation des actes terroristes puisse être débloqué par l'Assemblée nationale et ainsi financer les assurances qui vont pouvoir rembourser plein pot rapidement et même financer en partie de leurs dégâts des gens qui n'étaient pas assurés. On a besoin de cet argent dans notre économie. Il faut mettre sous tutelle la Nouvelle-Calédonie parce que nous n'avons plus les moyens d'assumer nos compétences et nous avons besoin de faire des réductions budgétaires. Nous avons besoin également d'un soutien massif pour nos usines de nickel qui risquent de fermer si on n'aide pas l'énergie très rapidement. Donc ça, c'est l'urgence absolue. Dans un deuxième temps, évidemment, il faut un gros plan de relance économique. La France s'est reconstruite après 39-45 grâce à l'aide des États-Unis et a connu les 30 glorieuses derrière. Donc il faut reproduire le même schéma avec un plan de financement de notre économie, des infrastructures et développer une stratégie d'une économie de nickel bien sûr, mais d'industrie, de commerce, de diversification de l'économie. Si on est suffisamment intelligent et que les indépendantistes démocrates prennent la balle au bon, je pense que de cette situation terrible que l'on a connue, que l'on connaît encore aujourd'hui, on peut en ressortir grandi. Mais il va falloir être lucide et qu'on puisse avoir à nos côtés des indépendantistes qui veulent reconstruire. Faut pas de mise sous tutelle, on dit que c'est impossible, que juridiquement ça peut pas se faire, qu'il faudrait passer par une modification de la Constitution. Non, mais franchement, je suis toujours choqué, moi, d'entendre des contre-arguments comme ça. Ça se base sur le fait que les transferts de compétences sont irréversibles. Oui, sauf s'ils sont provisoires, en fait. Parce que si une mise sous tutelle, elle est provisoire, on a compris qu'on ne redeviendrait pas un département. Hein. Donc, en fait, la mise sous tutelle, comme elle est provisoire, il n'y a pas de problème d'irréversibilité des transferts de compétences. C'est ce que j'avais proposé. Vous savez, lorsque j'étais à l'Assemblée nationale, j'avais déposé une loi pour que l'État reprenne la compétence du nickel
provisoirement. Donc on n'avait pas besoin de modifier la Constitution. Et d'ailleurs, si cette loi avait été adoptée par l'Assemblée nationale, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. L'autre point, l'État, bien sûr, on se tourne vers lui. La France est dans un état économique aussi qui n'est pas très enviable. Et pour l'instant, les premières réponses du président de la République au président du gouvernement, Louis Mapou, c'est de dire on veut bien partager, on veut bien vous aider un peu, mais vous devez faire des réformes en contrepartie, et puis vous devez financer une partie de ce plan de relance, etc. Et la Calédonie n'a pas les moyens. Ah, est-ce que... Non, et puis je trouve que c'est déplacé. Enfin, moi, je pense que le président de la République a signé un courrier qui a été fait par un haut fonctionnaire de Bercy. Enfin, vivement que je retourne à Paris, si les Calédoniens me font confiance, pour remettre un peu les choses d'équerre, parce que on ne peut pas demander de l'argent aux Calédoniens, ni aux entreprises, ni aux salariés, ils n'en ont plus. Dans une des propositions sur les urgences économiques et sociales, il y a l'arrêt pur et simple, la suspension des impôts, de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, des cotisations sociales, notamment patronales. Parce que comment on fait pour payer ? Les gens n'ont plus d'argent, les entreprises n'ont plus d'argent. Vous savez, on va connaître un nombre de faillites incroyable. Donc il faut agir vite. Et donc l'État ne peut pas demander, je suis totalement en désaccord avec ça, que on nous aide en contrepartie d'augmentation de notre fiscalité. Ce n'est pas possible. Ce que l'on peut faire par contre, et ça c'est une réalité dont les Calédoniens parlent depuis toujours, c'est réduire nos dépenses. Arrêter le millefeuille administratif, supprimer des aides qui aujourd'hui ont démontré qu'elles n'étaient pas très efficaces, j'en parlais tout à l'heure. Donc du coup, on réduit notre train de dépenses. Plutôt que d'augmenter les impôts auprès des Calédoniens, il faut réduire notre train de vie, c'est fondamental. Dans ce contexte très particulier de violence, de déchaînement de violence, de destruction absolue, comment est-ce que vous avez pu faire campagne, Nicolas Mézorff ? Dans la première circonscription, c'est plus facile parce que c'est nous-mêmes, et même à nous-mêmes, est-ce que vous avez pu aller partout ? J'ai pas pu aller aux îles Loyauté et à l'île des Pins, donc j'ai fait des visios avec les sections de nos mouvements respectifs sur place, notamment au rassemblement que je remercie. Et puis à Nouméa, j'ai pu aller partout par contre, dans tous les quartiers, Vallée du Tyr, Nimbo, Logicop, Caméré, et bien sûr les quartiers Magenta, Centre-Ville, Quartier Sud. L'organisation des barricades et des voisins vigilants aide quand même à faire campagne, puisque les gens sont présents et se sont mis en réseau. Donc j'ai pas mal tourné sur l'ensemble des barricades tous les soirs. Donc ça n'a pas été une campagne facile, mais je dirais que ça n'a pas été non plus le chaos total. J'ai pu faire une campagne correcte. Et les Calédoniens, ils vous disent quoi, ceux que vous rencontrez ? Ils en ont assez, ils en peuvent plus, ils vous demandent de tenir Les Calédoniens, ils veulent de la fermeté et ils veulent des perspectives d'avenir. Les Calédoniens, ils ont besoin de savoir si on peut encore croire à la Nouvelle-Calédonie. Et moi, ce que j'ai dit dans cette campagne, c'est que je ferai une campagne de vérité. Pas de désespoir, pas d'espoir. La situation, elle est celle-là. C'est-à-dire, on est en faillite économique. On a en face de nous un indépendantisme radical qu'il faut combattre. Mais on peut s'en sortir si en face de nous, les indépendantistes démocrates prennent leur courage à deux mains, ce qui semble être le cas, comme je le disais, après le congrès de Netchaot. Et de toute façon, connaissant le potentiel de la Nouvelle-Calédonie, ses forces économiques, ses forces naturelles, son intelligence, on peut y arriver. Mais nous sommes au milieu d'un combat contre un indépendantisme radical. Il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être naïf, je le dis toujours, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être trop plein d'espoir comme il ne faut pas être plein de désespoir. En fait, il faut être très lucide et plein de bon sens sur la situation. C'est un peu le thème de ma campagne, hein, beaucoup de bon sens. Concernant les élections de dimanche prochain, il y a ce matin un communiqué qui est sorti, signé du président de l'UC, Daniel Goa. Il demande au commissaire de faire preuve de bienveillance dimanche, de marquer le pas dans son travail de rétablissement de l'ordre pour faciliter les opérations de vote. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plutôt bon signe ? Ça veut dire que le scrutin va pouvoir se dérouler normalement ? Non, mais attendez, c'est quand même incroyable. Enfin, pardon, mais je lis la phrase de Daniel Goa parce que elle est quand même... Je demande à monsieur le haut-commissaire de faire preuve de bienveillance et de marquer le pas dans son travail de rétablissement de l'ordre. Mais il n'y a pas à marquer le pas dans son rétablissement de l'ordre. Enfin, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, pour que les gens puissent aller voter en sécurité, il faut que l'État diminue sa pression pour maintenir l'ordre. Mais enfin, vous voyez que, pardon, mais combien de communiqués on a vu de Daniel Goa en Nouvelle-Calédonie ? Combien de discours qui allaient mettre le feu ? Ils ont créé la CCAT. Leurs candidats tiennent des propos radicaux et choquants. On ne peut pas sous-estimer la difficulté dans laquelle nous sommes quand l'Union calédonienne pèse 2 fois plus d'élus au Congrès que l'UNI-Palika. Parce qu'en face de nous, nous avons des gens qui ne respectent pas l'état de droit, qui ne respectent pas la démocratie et qui ne respectent pas les autres communautés, sauf si elles se soumettent. Voilà. Donc on est face à ça aujourd'hui.
Et donc, face à ça, il faut être le plus ferme possible. Arrêter les commanditaires, les condamner s'ils sont pénalement reconnus responsables, et aller plus loin. Et s'il y a des élus, et je le dis très clairement, s'il y a des élus qui sont responsables de cette situation, il faudra aller les chercher aussi. Parce que la Calédonie ne se construira pas avec des amnisties et en légitimant des gens qui ont accepté la violence. Nicolas Mézor, vous êtes député sortant, comme on dit, vous avez déjà une expérience de l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez sur ce qui se passe actuellement en métropole et sur comment est-ce que vous voyez l'Assemblée qu'on aura demain? Comment vous l'imaginez au vu des sondages qu'on a pour l'instant? Elle va basculer à droite. Je pense que l'Assemblée va basculer à droite. On va avoir un RN fort, mais qui aura besoin de groupes de droite pour aller chercher la majorité. Éric Ciotti, je pense, sert à ça. Voilà. Donc je pense que ça va basculer à droite. On aura une gauche aussi assez forte, je pense, parce qu'avec le nouveau Front populaire, ils ont fait l'unité. Et quand on fait l'unité, on est toujours plus fort. Petit message au niveau local. Mais pour ma part, je siégerai dans un groupe de droite républicain. C'est-à-dire qu'à Renaissance, j'étais très à l'aise sur la ligne économique du président de la République parce qu'il a une ligne libérale. Et moi, je suis un libéral pour l'économie. J'aime pas trop d'impôts, j'aime pas trop d'administration, j'aime pas trop de règles. J'aime bien quand on a l'esprit pionnier qui est revigoré. Et c'est ce qui a permis de créer la Nouvelle-Calédonie. Donc j'étais très à l'aise sur la ligne du président de la République. Je l'étais un peu moins sur les questions régaliennes. Voilà, vous avez compris que je suis assez ferme sur l'ordre, la sécurité, la justice, l'immigration. Et donc je vais certainement avec des collègues de la majorité présidentielle qui étaient Renaissance aussi, mais qui étaient à droite. On risque de former un groupe de droite si jamais je suis élu, bien évidemment. Voilà. Mais un groupe de droite républicain. Je ne siégerai pas au RN si c'est la question. On suivra ça en attendant. La campagne se termine. Là, vous allez encore être sur le terrain, on imagine. Aujourd'hui, demain, vous avez encore... Non, parce que j'ai plus le droit de faire campagne à partir de ce soir minuit. Donc ce soir, c'est un petit week-end forcé pour moi. Mais effectivement, ça continue encore cet après-midi. J'ai encore des rendez-vous avec quelques personnes. Mais comme je l'ai dit, j'aborde cette campagne électorale avec... je ne fais pas campagne. En fait, l'idée pour moi, c'est de faire énormément de pédagogie sur la situation et de dire que l'espoir est permis, malgré ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Moi, j'y crois. Vous voyez, j'y crois. C'est-à-dire que parfois, on peut me dire, mais Nicolas, tu dresses un tableau qui est difficile. Oui, mais c'est la vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer les choses. Et vous voyez, moi, j'ai vu un discours excellent lors de mon meeting de clôture mercredi soir. Marie-Laure Ekwe, la fille de Dick Ekwe, sénateur RPR de la République pendant les événements, Kanak, elle a dit, je suis ici, je ne suis pas la Kanak de service, et je suis venu vous dire, n'ayez pas peur de nous, nous n'avons pas peur de vous, parce que la CCAT n'est pas représentative de tout le peuple kanak. Voilà. Et donc moi, je veux y croire, voilà, sans utopie, sans naïveté, mais je pense que la Calédonie, elle a les moyens de se relever. On l'a toujours fait dans notre histoire, on va reconstruire, on va rebâtir, mais pour ça, il faudra être très lucide sur la situation et avoir une discussion, comme je le disais, très franche avec les indépendantistes. Nicolas Mézov, candidat dans la première circonscription de l'Union des partis non indépendantistes. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup.